Merci Grégoire. Juste pour venir sur les questions un peu plus qui vont vous intéresser plus, qu'est-ce qui est fait dans le cadre de l'agenda rural sur la culture. Donc les objectifs, qui étaient vraiment dans le rapport de mission agenda rural, donc dans les constats et l'esprit dans lequel ça a été travaillé, c'est vraiment de faire en sorte que la reconnaissance de la culture, enfin que la culture soit bien reconnue comme un vrai vecteur de développement territorial et pas comme la cerise sur le gâteau, pas comme le truc dont on s'occupe quand on a fait tout le reste, qu'il y ait un enjeu sur enfin, qu'il y ait une vraie reconnaissance de la culture comme outil de développement, de bien-être des habitants, mais aussi comme vecteur de l'attractivité du territoire. On a travaillé, il y a aussi des sujets sur le tourisme rural. Enfin, l'idée, c'est de faire en sorte que la culture soit vraiment reconnue comme un vecteur de service, mais ce n'est pas que l'approche service, c'est aussi l'approche identité du territoire. Et donc aussi un outil d'amélioration de la qualité de vie. Alors, il y a différentes mesures, il y a 5 ou 6 mesures qui concernent la culture en territoires ruraux. On a un interlocuteur au ministère, on a 2 interlocuteurs clés au ministère de la Culture, c'est Noël Corbin et Laurence Martin, que je suppose un certain nombre d'entre vous connaissez, j'imagine. Et je redis, c'est quand même un ministère avec lequel on a des bonnes relations fluides, très, très attentifs et qui ont changé leur organigramme. C'est un ministère qui a changé son organigramme pour mieux prendre en compte vraiment les questions de territoire et l'approche territoriale, au-delà d'ailleurs des seuls territoires ruraux. En tout cas, nous, c'est notre ressenti, nos constats, c'est que on a un changement ouais, voilà, on a des lignes qui ont bougé de ce point de vue-là. Alors, ce qu'on peut, on a un certain nombre de mesures, mais je vais classer en 3 objectifs différents. Des mesures qui visent à renforcer l'attractivité des territoires en consolidant un écosystème de services de qualité et une présence culturelle. On a des mesures qui visent à vraiment plus directement soutenir la présence de la culture en milieu rural, hein, donc des mesures de soutien financier. Et puis, on a des programmes structurants de l'ANCT qui visent à donner une meilleure place à la culture et on y reviendra en détaillant un certain nombre de choses. Alors, sur la question du renforcement de l'attractivité des territoires ruraux, au-delà de la culture, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est de remettre de la présence de services en milieu rural. Donc, c'est d'abord le dispositif France Service, les maisons, enfin les France Service, et l'objectif était de ne pas avoir une France Service à moins de, je ne sais plus, c'est 30 ou 20 minutes, peut-être Julien saura, de chez soi. On a aujourd'hui un territoire relativement émaillé avec une garantie de qualité de ces services qui sont apportés, c'est-à-dire avec des animateurs et des personnes qui sont dans les France Services, qui sont formées et qui sont en posture de répondre à toutes les questions. Et que si elles n'ont pas la réponse, donc d'être une interface à toutes les administrations, et que si elles n'ont pas cette réponse-là, elles sont en capacité de la trouver, elles se mettent en position de trouver cette réponse. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la réalité sur vos territoires. Il se trouve que je suis élue locale rurale. On dispose d'une France Service sur notre territoire et on a vraiment ce vécu. Et dans la commune où je suis, en tout cas, on a des retours plutôt favorables. On pense que c'est un peu le ressenti qu'on a globalement. Il y a eu des mesures donc en faveur de la mobilité. J'ai évoqué celle de la santé. Donc, autant j'ai dit sur la santé, on sait qu'on n'y est pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu rien de fait. Il y a eu l'évolution de la télémédecine qui n'est pas n'importe quoi, qui n'est pas juste on remplace de la visio, une consultation présence par de la consultation visio, c'est autre chose la télémédecine, c'est des garanties de protocole, voilà, mais il n'empêche que ça soulage et ça désengorge dans beaucoup de cas la médecine de ville qui est engorgée, c'est la mise en place de médecins salariés, c'est la signature de nombreux contrats locaux de santé qui permettent une approche globale du traitement du patient et de la relation médecine de ville, médecine hospitalière. Donc, c'est des mesures, c'est la mise en place d'ordonnances et de protocoles qui permettent à des pharmaciens, à des kinés, à des infirmières de traiter, de donner des ordonnances et d'être remboursés sans aller voir le médecin auprès de qui il faudrait très longtemps pour avoir des rendez-vous. Bon, c'est un ensemble de mesures qui ne changent pas complètement la donne, mais qui sont quand même faites avec qualité. C'est pas, j'insiste un peu là-dessus parce que souvent c'est ressenti comme juste des pis-aller. C'est pas pensé comme ça, c'est pensé comme une autre approche du patient. Mais on est d'accord qu'on n'est pas
tout à fait atteint. Sur les mesures mobilité, c'est quand même la réouverture d'un certain nombre de lignes ferroviaires, des signatures, je crois que c'est 1000 km de lignes ferroviaires qui sont signées, qui seront remises en état dans les régions. C'est la délégation de la compétence, la redélégation possible de la compétence au niveau local pour les communautés de communes qui l'ont voulu. C'est l'établissement de schémas de mobilité incluant, favorisant l'inclusion de toutes les personnes. Bon, un certain nombre de mesures. Alors, les mesures en faveur de la culture, c'est le déploiement des microfolies. Donc, il y a cinq mesures qui concernaient directement la culture dans ces 181 mesures. La principale et celle qui est la plus mise en œuvre et que peut-être vous connaissez le mieux, c'est le déploiement des microfolies en milieu rural. Ça veut dire que de ce dispositif qui existait, qui n'a pas été mis en place par l'agenda rural, là, il y a une attention pour que chaque fois qu'une vague de microfolies sont retenues, il y en ait un certain nombre en milieu rural et ça change les choses. Il y a eu l'appel à projet pour la capitale culturelle rurale. C'est Villeurbanne qui finalement a été retenue. Bon, ça change pas beaucoup la donne. Il y a la mise en place le fléchage de crédits sur des structures culturelles, des crédits DRAC vers des structures du milieu rural. Donc là, ça se met en place progressivement. Il y a également l'attribution de postes FONGEP à la culture. Et puis, il y avait, alors c'était formulé comme ça dans l'agenda rural, le fait qu'il y ait un volet culture dans ce qu'on appelait les contrats de ruralité. Alors, il se trouve qu'entre le moment où l'agenda rural a été pensé, où on parlait de contrat de ruralité, ensuite on est passé au contrat de relance et de transition écologique, mais n'empêche que dans la manière dont ça a été pensé, la culture n'était pas oubliée. Je laisserai Julien en parler et dire ce qu'il en est aujourd'hui. Sur le soutien de la présence, alors il y a des mesures, donc je disais spécifiques, présence de la culture en milieu rural, c'est les microfolies et les crédits DRAC, c'est ce que j'évoquais. Et ensuite, on a donc un certain nombre de programmes structurants de l'agence qui donnent ou qui tentent de donner une vraie place à la culture. Et donc là, je vais laisser Julien va parler des contrats de relance et de transition écologique, et moi je réévoquerai après en complément quelques autres programmes. Voilà l'introduction que je pouvais faire sur les sujets agenda rural et culture. Merci Patricia. Du coup, Julien, on vous laisse poursuivre l'intervention. Oui, j'attends pour pouvoir partager également. Ça a l'air d'être bon. Voilà, vous voyez bien mon écran. Très bien. Donc, merci Patricia pour cette introduction très complète déjà de l'ensemble des différentes politiques. Donc, oui, je vais compléter avec les contrats de relance et de transition écologique. Qui sont en effet le nouveau cadre contractuel pour l'État dans sa relation avec les collectivités et pas que. C'est d'ailleurs sa relation plutôt avec les territoires, parce que ce n'est pas un contrat qu'il faut entendre uniquement entre l'État et les collectivités, mais bien un contrat entre l'État et l'ensemble des forces d'un territoire pour mettre en œuvre un projet de territoire collectif. C'est vraiment cette nouvelle notion, comme expliquait un peu Patricia, on renverse un peu l'approche avec un État qui se veut plutôt facilitateur et accompagnateur de la mise en œuvre des projets de territoire. Donc, une petite frise chronologique pour rappeler un peu l'apparition des CRTE qui n'est pas uniquement liée à la relance, c'était plutôt déjà dans la loi de juillet 2019 qui crée la NCT. La loi crée la NCT, mais crée également des contrats de cohésion territoriale. Donc, on a déjà l'apparition de cette notion de contrat intégrateur des différentes politiques publiques. Et donc, en fait, le CRTE n'est finalement qu'une déclinaison opérationnelle et pratique des contrats de cohésion territoriale prévus par la loi. Donc, la notion de CRTE apparaît pour la première fois en juillet 2020 lorsque le Premier ministre Jean Castex fait son discours de politique générale et sort en novembre 2020 la circulaire relative à l'élaboration des CRTE. Donc, depuis cette date, en fait, il y a les préfets négocient avec les élus les périmètres des CRTE. Il y a eu après une montée en puissance de signatures de contrats et de protocoles de préfiguration tout au cours de l'année 2021. Une nouvelle circulaire est arrivée donc, au 4 janvier 2022, toujours du Premier ministre, pour un peu préciser la mise en œuvre des CRTE. Et aujourd'hui, donc là le PowerPoint daté du 10 février, mais aujourd'hui, on est passé à 762 contrats. Donc, ça monte. L'objectif, c'est 844. Donc, c'est la première fois qu'on a un dispositif qui couvre quasiment
l'intégralité du territoire, hein, entre métropolitain et les DROM également, qui sont également partie prenante. Donc en fait, il n'y a que 4 PCI qui ne sont pas aujourd'hui dans l'élaboration d'un CRTE. On espère qu'ils le seront à terme. En tout cas, on est quand même sur 844 contrats annoncés. Donc c'est déjà un dispositif contractuel très ambitieux. Donc pour vous rappeler globalement les grands principes des CRTE. Donc c'est l'un des premiers enjeux était en effet de pouvoir mobiliser assez rapidement donc l'ensemble des acteurs et collectifs, l'ensemble locaux à la relance, hein, pour mobiliser la territorialisation du plan France Relance, et en même temps d'accompagner sur l'ensemble du mandat, donc jusqu'en 2026, la mise en œuvre d'un projet de territoire. Donc là, on est vraiment, c'est pas un contrat qui se veut one shot, mais vraiment plutôt qui est sur l'ensemble d'un mandat pour mettre en œuvre le projet de territoire, donc qui est la base de la contractualisation. Et comme je vous expliquais, ce n'est pas un contrat uniquement État-collectivité, mais bien qu'on associe plus largement les forces vives autour d'un projet de territoire. Donc l'enjeu est également de pouvoir, à l'échelle d'un bassin, un peu rapprocher les différentes politiques territoriales de l'État, donc avec l'idée d'avoir à la fois une approche très transversale des différents sujets et les enjeux de transition écologique et cohésion territoriale comme axes transversaux vraiment de ces contrats. Donc à chaque fois, tout ce qu'on fait doit permettre un peu de contribuer à ces grands objectifs et tout en favorisant, donc en effet, de rapprocher les synergies des différentes démarches avec un contrat qui se veut souple, c'est-à-dire que vraiment on l'adapte aux ambitions locales. Chacun construit le CRTE en fonction de ses priorités localement, et c'est un contrat qui est évolutif. Donc ça, c'est fondamental. C'est vraiment une notion qui est très importante, c'est-à-dire que les contrats qui sont signés là, au fur et à mesure, s'améliorent en continu selon la volonté des partenaires localement, en appui avec l'État, pour avoir des contrats qui, au fur et à mesure, s'élargissent en termes de thématiques, mobilisent de nouveaux partenaires qui sont partie prenante de CRTE. Donc, vraiment, cette notion évolutive est fondamentale. Ce n'est pas un contrat qu'on signe maintenant et on fait la revoyure dans 3 ans à mi-parcours et on fera le bilan à la fin. Non, c'est vraiment tous les ans, le contrat évolue, il s'adapte et il augmente en capacité, en compétences. Et il y a également aussi, ça sous-tend l'idée d'un peu de facilitation, de rapprocher des gouvernances de différentes démarches, si possible évidemment, hein, de pouvoir généralement c'est toujours les mêmes acteurs qu'on a autour de la table, donc l'idée c'était de pouvoir en même temps d'essayer de mutualiser certaines pratiques. Donc là, nous avons fait une petite carte donc qui datait du 10 février qu'on va bientôt actualiser pour vous montrer un peu le taux de couverture en termes de contrats. Donc là, on est même passé à 762. Donc là, on a encore de moins en moins de tâches claires. Donc on en a vraiment plus, ça va plus s'effoncer, plus le contrat est signé. Donc on voit que vraiment la démarche est vraiment très, très bien partie. On espère près de 800 contrats là, signés d'ici le début mars, et on en aura une petite quarantaine qui vont monter progressivement, notamment la moitié, une vingtaine dans les DROM, qui montent progressivement les conditions locales entre le contexte sanitaire, les difficultés d'ingénierie n'ont pas permis un peu d'avancer, mais en tout cas, les territoires sont rentrés dans la démarche, on espère des contrats très rapidement. Donc voilà un peu l'état des lieux de signature. Donc là, c'est ce que je vous évoquais, hein, c'est qu'on est déjà à 762, et on a seulement 4 territoires qui ne sont pas aujourd'hui dans la démarche, mais qui devraient, en tout cas on espère, on continue à travailler pour que ces territoires rejoignent la démarche. Alors, également, on voulait vous signaler hein, que la NCT a accompagné l'élaboration de ces CRTE en mobilisant des marchés d'ingénierie, également certains VTA, qui ont été donc volontaires territoriaux en administration, qui ont été recrutés pour travailler sur les projets de territoire ou sur les CRTE directement. Et nous avons eu un partenariat avec le CEREMA, cofinancé le CEREMA, qui a accompagné 63 territoires, et également l'ADEME, qui a des contrats d'objectifs territoriaux qui ont servi à élaborer ces CRTE. Voilà un peu sur la partie accompagnement. Nous avons fait une première étude donc en septembre sur les 100 premiers contrats qui nous avaient été signés, qui nous avaient été transmis. Donc en fait, on a bien vu que 90% des CRTE, en fait, c'est pas un hasard si ce sont les premiers contrats qui ont été signés parce qu'ils avaient déjà en fait un projet de territoire. Donc on voit quand le projet de territoire était préexistant, le contrat qui finalement décline et met en œuvre ce projet de territoire a été assez rapidement construit. Donc la transition écologique est bien au rendez-vous des CRTE, 90% des cas, pareil, quand on regarde le détail, le CRTE est bien présent. Il y a des principales priorités pour l'attractivité autour de l'agriculture, du tourisme, des filières locales, de l'emploi, du commerce et de l'artisanat.
Alors, les volets cohésion sont assez riches pour l'instant. Donc, je vous montrerai le détail par la suite. Les CRTE prévoient également des modalités de coopération interterritoriale. Donc, ça, c'est plutôt la bonne surprise parce qu'on pensait que, vu les conditions d'élaboration un peu rapides et puis dans les conditions sanitaires qu'on connaît, ben non, en fait, les CRTE sont également construits en pensant à d'autres échelles. Voilà, donc il y a également des idées de partenariat avec d'autres territoires voisins qui sont un élément extrêmement intéressant. Et alors, il y a des points d'attention, évidemment, qu'il y ait la dimension sociale qui était à approfondir. Hein. Tu parlais de la santé tout à l'heure, Patricia. C'est vrai qu'on avait, quand on a un peu recoupé, par exemple, les contrats locaux de santé du ministère de la Santé, on a trouvé que dans 36 CRTE, alors qu'en fait, tous les contrats locaux de santé sont sur un périmètre CRTE. Donc, en fait, on devrait quasiment les retrouver à chaque fois. Donc, on voit qu'on a un peu cette idée d'élargir petit à petit les sujets qui sont intégrés dans les CRTE et donc les partenaires à mobiliser. Donc, les différents contrats, c'est ce que j'expliquais. Donc, d'autres programmes sont également intégrés petit à petit dans le CRTE. Et la notion de participation également c'est fortement expliqué par le contexte sanitaire et les délais d'élaboration des CRTE qui n'ont pas pu permettre d'avoir une participation large de la société civile, d'associations, un peu au-delà de la sphère collectivité, si je puis dire. Donc ça, c'est un enjeu sur lequel, en tout cas, on incite beaucoup à travailler pour que maintenant, dans la mise en œuvre et pour l'évolution des CRTE, la participation soit vraiment renforcée pour que les contrats également s'adaptent et collent mieux aux réalités. Donc là, je vous avais évoqué tout à l'heure donc les volets cohésion. Et quand on voit la partie culture, patrimoine, les enjeux sont présents dans plus de 85% des CRTE. Ces enjeux-là ont été identifiés. Donc on voit bien que ça fait partie de façon intégrante des enjeux de culture des CRTE. Alors nous poursuivons l'analyse. Donc c'est cette première enquête qu'on avait fait en septembre. Là, nous avons lancé une grande enquête nationale pour un peu approfondir et avoir un peu plus de précision sur les différents contrats de la culture qui peuvent être coordonnés dans les CRTE. Donc ça, c'est des éléments que nous devrions avoir au courant du mois de mars. Nous avons engagé à l'ANCT donc un travail avec le ministère de la Culture avec lequel nous travaillons vraiment très régulièrement pour un peu définir un peu des modes opératoires et des fiches pratiques sur la culture dans les CRTE et en identifiant aussi des bonnes pratiques qu'on a déjà pu voir dans certains CRTE ou dans certains territoires, des bonnes pratiques d'intégration de la culture qu'on souhaiterait valoriser en mettant en exemple et en incitant d'autres territoires à reprendre en fait ces bonnes pratiques. Donc, la culture dans les CRTE, il y a plusieurs objectifs. Donc, c'est des fois faciliter en effet la territorialisation donc des grands enjeux culturels poussés par l'État en termes de lecture, d'enseignement artistique, mais vraiment sur tous les différents domaines. C'est comment ça permet un peu les contrats de mieux territorialiser, d'associer les territoires, donc de renforcer les aspects culturels dans les projets de territoire des collectivités, de rapprocher potentiellement les gouvernances, donc, comme évoqué, de généraliser un peu donc des volets culture à l'ensemble des CRTE. C'est ce que tu évoquais, Patricia, sur ce qui devait être fait initialement sur les contrats de ruralité. Donc, ça peut tout à fait être fait sur les CRTE qui couvrent tout. Alors, nous avons travaillé également avec l'Observatoire des territoires sur la définition d'un CRTE rural, parce que maintenant qu'il n'y a plus de contrat de ruralité, donc nous avons repris les critères donc, qui ont été définis au comité interministériel ruralité de novembre 2020. Donc c'était les chiffres que tu as évoqués tout à l'heure, sur plus de 80% des communes qui sont concernées. Et également donc l'idée de faciliter un peu l'accès au financement. Donc là, cette année encore, il n'y a pas d'enveloppe spécifique en théorie dédiée au CRTE, c'est-à-dire que l'ensemble des crédits, en tout cas pour l'État, peuvent contribuer à la réalisation des projets qui sont dans le CRTE en fonction des différents contrats qui existent, par exemple. Donc, nous sommes toujours à droit constant avec les CRTE. On ne crée pas de droit nouveau. En tout cas, c'est un outil d'accompagnement de changement, d'accompagnement au changement. Mais il y a quand même, le Premier ministre a quand même annoncé qu'il y avait 303 millions d'euros de déciles supplémentaires en 2022, donc en plus des crédits du plan de relance. Donc, on a vraiment de quoi booster le démarrage de ces contrats avec ces crédits supplémentaires qui sont quand même extrêmement précieux, et notamment pour tout ce qui est renforcement des centralités, comme l'a évoqué le Premier ministre. Et également, donc, l'ANCT aussi a de l'ingénierie à disposition des collectivités pour réaliser des projets. Très concrètement, en termes pour la culture, l'ANCT, nous avons
des grands marchés, un grand marché cadre national où nous avons des bureaux d'études qui sont déployés en fonction des besoins. Et il y a une partie sur la culture, alors qui est beaucoup sur du diagnostic, de l'analyse territoriale et sur des préconisations d'action. Mais en tout cas, donc les collectivités peuvent saisir donc, le délégué territorial de l'ANCT, donc qui est le préfet de département ou l'adjoint qu'il a désigné, pour avoir un accompagnement de l'ANCT sur différents sujets, dont les sujets de la culture. Voilà. Donc, je vous ai évoqué donc, la circulaire du Premier ministre, la dernière, donc, du 4 janvier 2022, hein, donc, pour rappeler qu'il souhaitait rapidement que les signatures soient effectives. Donc, on expliquait qu'on a encore quelques territoires, en tout cas, on est en bonne voie. Qu'un comité interministériel au CRTE donc, sera organisé au courant du premier trimestre, donc nous l'attendons. Donc, la fameuse 303 millions d'euros de décile en plus, que les communes continueront à rester éligibles à des financements de l'État, notamment la DETR. Donc, ça veut bien dire que le CRTE, même s'il doit coordonner le plus possible de contrats pour mettre en un projet de territoire, il n'est pas pour autant excluant des autres financements pour les collectivités. Hein. C'est pas parce qu'un projet n'est pas CRTE qu'il n'est pas financé par l'État. Donc très concrètement, les projets communaux notamment continueront à être éligibles à la DETR par exemple. Donc ça c'est important de le rappeler. Et la mobilisation des services régionaux, hein, dont les DRAC particulièrement sur la culture, pour l'animation et le financement des projets des CRTE. Donc ça c'était en effet important. On vous a laissé un peu les prochaines grandes étapes hein, sur les CRTE. Donc la principale est le comité interministériel, hein, qui nous c'est un moment important pour les CRTE. On espère évidemment voir se développer et continuer au-delà des élections qui vont arriver. Et nous avons mis toutes sortes de ressources. Donc sur le site de l'ANCT, il y a énormément d'outils sur les CRTE. Nous avons réalisé 2 guides pratiques, notamment avec les associations d'élus, l'AMF, la DCF, l'ANPP, sur justement comment on fait vivre son CRTE. Il y a tout un tas d'exemples de fiches pratiques et on a également nos partenaires qui ont différents sujets pour aider à mettre en œuvre les CRTE. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et en tout cas, on est tout à fait disponible pour les questions. Merci beaucoup, Julien. Alors, il y a déjà une petite question de Bellocan sur la liste des bureaux d'études. Comment y avoir accès? Alors, en fait, les bureaux d'études, alors, ça, évidemment, tout dépend des sujets, parce qu'on en a beaucoup. C'est vraiment, en fait, c'est pas un marché qui est ouvert. C'est vraiment, il y a un filtre qui est fait par notre délégué territorial. Donc, vraiment, c'est nos collectivités qui doivent saisir le préfet pour demander un accompagnement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, juste… oui, Patricia. Non, mais je vois qu'il y a une autre question. Si je comprends bien, toutes ces structures ne sont pas accessibles. Je veux bien dire un mot là-dessus, oui. Mais peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Grégoire. Non, mais c'était justement un peu dans ce sens-là. C'est peut-être là, essayer de voir en quelques mots comment est-ce que les acteurs, parce qu'on est sont beaucoup des structures, des acteurs culturels qui sont présents ici, comment est-ce qu'ils peuvent tirer des leviers, jouer sur ces possibilités plus générales autour du CRTE en tant qu'acteurs pour aller inciter et peut-être renforcer la cohérence des projets culturels de territoire et puis s'impliquer, chercher des moyens supplémentaires, etc. quoi. Alors, effectivement, nous, comme je l'ai dit en tout début, notre ADN et notre logique d'intervention, elle n'est pas auprès des acteurs culturels, elle est vraiment auprès des collectivités. Donc, nous, notre boulot au niveau de l'ANCT et des différents programmes, c'est de faire en sorte que globalement, la culture soit prise en compte dans les dispositifs publics. Et on n'a pas… voilà, alors on essaie pour ça de travailler un peu en étau, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'à la fois, comme l'a expliqué Julien à travers les CRTE, mais comme on pourra le dire à travers Petite Ville de demain ou Nouveaux lieux, nouveaux liens, l'idée c'est de donner des moyens aux collectivités pour qu'ils puissent soutenir leurs projets de développement, dont les projets culturels. Et nous, le message qu'on essaie de faire passer dans ces outils-là, c'est n'oubliez pas la culture. C'est une dimension aussi importante. Tout en étant, comme on l'a dit aussi bien Julien, ou dans une PVD, parce que ce n'est pas notre ADN. On veut être plutôt en logique ascendante. Donc, des territoires qui ont des projets culturels, c'est très bien. On essaie, nous, de dire penser aussi à la culture, mais on ne va pas rendre obligatoire le fait qu'il y ait un volet culturel parce qu'on serait intrusif et un peu en contradiction avec la logique
bottom-up qu'on veut plutôt installer. Mais par contre, on est en discussion en interne et on facilite le fait que le ministère de la Culture puisse être présent, s'approprier ces outils-là. Et on a, par exemple, très concrètement, on a des discussions, nous, avec le ministère, on a eu des discussions en amont avec le ministère de la Culture de la mise en place des CRTE, ou en lien en PVD, en disant il y a ça qui se met en place, on vous conseille de vous rapprocher des collègues de PVD pour que la culture soit aussi bien prise en compte. On le fait aussi on organise à peu près tous les 15 jours des webinaires auprès des référents ruralité de préfecture sur des thèmes différents. Il y a un mois à peu près, je ne me rappelle plus, on en a fait un sur la culture, spécifiquement sur la culture, ou avec des témoignages. Donc là, l'idée, c'était de dire, faites en sorte que vous êtes en dialogue avec les présidents de PCI, faites en sorte qu'ils se posent la question quand même. Est-ce qu'il y a des projets culturels sur le territoire? Est-ce que c'est intéressant d'introduire, de soutenir je ne sais pas moi, une microfolie, une compagnie dans le cadre d'un CRTE, de mettre en avant ou dans un tiers-lieu culturel, dans le cadre de PVD. Enfin voilà, donc on essaie d'assurer cette présence-là. Ça, c'est une partie du travail, d'ouvrir les cadres pour que les collectivités, elles n'oublient pas la culture dans leur façon de penser leur projet de territoire. Et puis notre autre levier d'action, c'est en ayant des relations avec des structures comme l'UFISC, et sur la culture, c'est principalement l'UFISC, mais on est aussi en contact avec les associations d'éducation populaire qui sont installées dans les territoires ruraux. Je pense à Famille Rurale, je pense aux foyers ruraux, mais aussi d'autres structures comme Concert de Poche. Enfin, on soutient au niveau national un certain nombre de structures, à la fois par un soutien financier de ces structures-là qui est assez modique, mais en étant en dialogue. Par exemple, comme l'organisation de ce webinaire où nous, on dit à ces structures qui, elles, sont en dialogue avec les acteurs, cette fois, pas avec les collectivités, il y a ça qui se passe, on a ces outils-là qui sont à destination des collectivités, sachez qu'ils existent, et vous, dans vos réseaux, diffuser cette information pour que les acteurs locaux de terrain aillent frapper à la porte des collectivités en disant il y a ça qui existe. Est-ce que vous avez pris en compte la culture? L'idée, c'est que sur vos territoires respectifs, vous puissiez, vous, interroger vos présidents de PCI en disant vous en êtes tout de votre CRTE, en sachant ce que c'est qu'un CRTE, par exemple. Est-ce que vous avez pris en compte la culture ou pas? Peut-être, même souvent, assez souvent, les premiers CRTE dans le territoire où je serai, ça, la culture ne va pas forcément être au cœur du truc, mais comme l'a bien dit Julien aussi, c'est progressif, ça reste ouvert. Et donc, l'idée, c'est de dire, on existe, on a un poids sur le territoire. Donc, notre façon d'agir, elle est bien comme ça, elle est bien à la fois par une sensibilisation collective et à la fois par un dialogue et une sensibilisation des structures nationales qui travaillent sur ces sujets-là pour qu'elles puissent rediffuser dans leur réseau et que du coup, la place de la culture progresse dans ces logiques de développement territorial. Moi, j'entends bien la frustration. Si la demande, c'est en tant que structure culturelle ou association culturelle, globalement, on a du mal à être soutenu par des financements publics et on s'imaginait que la NCT allait pouvoir nous donner des financements. C'est clairement pas le cas. C'est pas notre mission. On n'agit pas comme ça. Et en fait, la NCT a quand même relativement peu de budget. Hein. On n'est pas, contrairement par exemple à la Banque des Territoires, qui a aussi qui, comme son nom l'indique, est une banque et est un outil de financement des territoires. Nous, on a un outil d'ingénierie à destination des collectivités. Donc, notre métier, nous, c'est pas de financer. On finance dans aucun domaine. On ne finance en direct des projets. Les seuls financements ou dispositifs en direct qu'on a, c'est toute l'ingénierie que Julien a rappelé et par exemple le dispositif des volontaires territoriaux en administration, mais qui est aussi un outil d'ingénierie quelque part. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais il faut avoir ça clairement en tête. Alors, après, je vois qu'il y a des questions peut-être sur CRTE. Il y a eu, Julien a réagi, donc du coup, pour être en lien avec les CRTE travaillent localement, c'est par les services de la préfecture qu'on peut les avoir. Oui, ou de l'EPCI ou du PETR, enfin, en fonction de la structure qui porte, parce que les CRTE sont à minima à l'échelle EPCI, mais ils peuvent être à l'échelle plus large, hein, d'un bassin, d'un PETR, enfin, il y a différentes configurations. Donc vraiment, les CRTE, c'est une démarche totalement déconcentrée et décentralisée. Donc c'est vraiment les contrats du terrain. Nous, à l'échelle nationale, on est là pour appuyer, pour mettre de l'ingénierie, diffuser des bonnes pratiques, faire de la coordination ou, comme disait Patricia, participer à ce genre de webinaire où en effet on diffuse de l'information et de la bonne information pour que les acteurs aussi se saisissent des sujets. Donc
très concrètement, là, je vois s'il y a des questions sur les échanges avec le ministère et les conseils régionaux, sur les structures en milieu rural qui sont trop petites pour être exclues du dispositif de financement. Typiquement, enfin, je l'ai expliqué, c'est que le CRTE ne crée pas de droit nouveau, on reste à droit constant. Mais l'idée, c'est que justement, en créant un nouveau cadre de travail, ça permet de repérer des difficultés et potentiellement de les travailler, de les améliorer. Donc, typiquement, là, si vous avez identifié comme des structures qui sont trop éloignées des sources de financement parce que la région c'est loin, parce que le ministère c'est loin, parce que peut-être que justement le CRTE, qui est un échelon de proximité, peut-être le cadre où on fait remonter ces demandes et qui peut être le cadre pour créer justement ces liens, j'ai envie de dire, avec des financeurs qui peuvent être un peu plus loin, avec une étape, un peu une structure intermédiaire à l'échelle du CRTE. Oui, on a une question de Maïté. Vas-y, je vous en prie, allez-y. C'est une remarque et une question. Donc, nous, on est sur le territoire des Baronnies en Drôme provençal et moi, je représente une coopérative qui est en création d'acteurs culturels. Donc, c'est juste pour conseiller à ceux qui sont peut-être en petite structure. Nous, on est en création d'une coopérative pour justement porter les indépendants, les intermittents, les petites structures et créer du lien. Donc, ça, c'est une alternative. Et j'ai juste une question, parce que justement, nous, c'est une des questions une des problématiques qu'on rencontre, enfin qu'on connaît, qu'on a identifié, qu'on rencontre et sur lesquelles on essaie de travailler, c'est votre définition même de la culture, en fait. Parce que j'ai l'impression que le culturel, on reste à l'artistique au spectacle vivant. Et du coup, je voulais savoir sur quelle définition de culture la NCT et en lien avec les collectivités se faisait, en fait. On a vraiment rien de prédéfini, hein. Encore une fois, nous, on aide à mettre en œuvre les ambitions du projet de territoire. En fait, c'est localement, chacun définit. L'État a évidemment, comme j'expliquais au début, des grandes ambitions sur certaines thématiques, hein. Si je prends la lecture, si je prends l'enseignement artistique, si je prends différentes thématiques comme ça, il y a effectivement des grands objectifs que l'État pousse et qui peut un peu territorialiser via ces contractualisations. Mais après, chaque territoire a aussi des problématiques différentes. Donc ça, chacun doit se saisir un peu et mettre en avant ses propres priorités. Je ne sais pas si j'avais invité également notre collègue du ministère de la Culture, s'il était là pour s'exprimer. Est-ce qu'il y a on a différents sujets, hein. Il y a aussi, il pourra peut-être en parler mieux que moi, hein, sur d'autres contractualisations. Mais l'objectif, c'était un peu de se servir du CRTE pour un cadre pour rapprocher justement tout ce qui peut exister sur le territoire et inciter d'autres territoires aussi à rentrer dans d'autres démarches. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vois qu'il y a une autre question sur la place des régions et des départements dans les CRTE. Donc là, l'implication des partenaires en fait est très diverse, hein. Donc vous verrez si vous lisez les circulaires, l'État évidemment a encouragé les préfets à demander aux régions et départements d'être partenaires des CRTE. Aucune obligation évidemment. Donc les cas sont très différents. Je prends le cas de la région Grand Est où le dispositif CRTE, là-bas ça s'appelle des pactes régionaux de relance et de transition écologique, PTRTE. C'est un dispositif qui est coporté avec la région. Donc là, la région est signataire de tous les CRTE, très moteur, très partenaire, il n'y a aucun problème. Les départements, c'est des cas aussi, il y a des régions où, en effet, qui sont très impliquées dans les CRTE, je pense au Centre-Val de Loire, au Pays de la Loire, et dans d'autres régions, c'est moins le cas. Il y aura peut-être de la coordination intéressante, mais il n'y a pas de coportage du dispositif. Et la signature des départements, pareil, c'est très aléatoire. Dans certains territoires, les départements co-signent les CRTE, sont moteurs, et dans d'autres, moins. Les dispositifs sont moins intégrés, mais on espère qu'ils, en tout cas, se coordineront à défaut d'être intégrés. Voilà. Si je peux me permettre, alors une ou deux réflexions par rapport aux questions qui sont posées, puis ensuite repasser la parole peut-être à Patricia pour aller sur quelques dispositifs. Non, sur la question des remontées par rapport au dimensionnement et à la réalité des projets culturels en milieu rural, effectivement, nous, c'est des choses sur lesquelles on appuie beaucoup auprès de nos partenaires publics pour rajouter de l'agilité et puis essayer de mieux comprendre ce que c'est que finalement ces modèles très souvent ancrés dans les logiques d'économie sociale et solidaire avec des niveaux
des niveaux d'action plus restreints. Et c'est vrai que nous, on passe énormément de temps à faire des propositions justement pour réajuster les dispositifs d'aide et faire en sorte que ça s'assouplisse et que ce soit plus facilement accessible aux petites structures. Et après, je rebondis sur ce que disait Maïté. C'est vrai qu'on se rend compte que la logique de coopération, la logique de mise en réseau entre acteurs permet de sortir d'une logique d'échelle et d'un logique un petit peu d'isolement pour aller justement mobiliser des moyens publics un petit peu plus facilement. Quant à la question donc très très bon exemple que cette initiative d'une coopérative d'acteurs culturels en secteur rural, et on voit beaucoup ce type de pratiques qui émergent. Après, nous, c'est vrai qu'on défend des idées, des modèles de dispositifs qui s'appuient beaucoup justement sur ces principes de coopération. Sur la question de la définition de la culture, juste un petit rappel, et c'est parfois aussi un rappel qu'il faut avoir auprès des collectivités quand on est acteur culturel. La notion de droit culturel a été inscrite dans la loi à de nombreux endroits, la loi NOTRe sur la organisation territoriale ou encore la loi LCAP sur la création. Cette inscription des droits culturels induit de fait une perception élargie de ce qu'est justement la culture, qui est prise dans son sens large comme l'expression finalement de la culture de chacun, et beaucoup moins limitatif que peut-être ce qu'on peut percevoir comme finalement s'arrêter sur les arts ou certaines disciplines que parfois certains considèrent malheureusement encore comme plus légitimes que d'autres. Et je pense que ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel chacun a un rôle à jouer pour insister justement notamment auprès des élus et techniciens des collectivités, pour rappeler qu'aujourd'hui, la culture, y compris dans la loi et donc nécessairement dans les politiques publiques qui sont mises en place, est prise à travers ce prisme très, très élargi et doit nécessiter et demander à ce qu'on ait un regard, une approche extrêmement ouverte, large, voire même un peu décloisonnée quand on questionne la question de la culture sur les territoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était plutôt une remarque. Donc, je propose, Patricia, est-ce que tu peux enchaîner sur peut-être, tu voulais peut-être évoquer plus spécifiquement quelques dispositifs? Oui, je proposais dans la suite de ce qu'a dit Julien de vous dire quelques mots peut-être un peu plus approfondis sur 4 dispositifs. Julien a parlé de l'offre d'ingénierie aussi. Donc, sur Petite Ville de demain. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être aller directement sur le… Il y a donc, comme on le disait, 1600 petites villes de demain. Et ce qu'on peut vous dire sur ce sujet… Alors, attendez. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en allant sur le site, le site de la NCT, le site là où je suis et où vous aurez on vous mettra le lien, c'est que vous pouvez voir si vous avez à proximité ou sur votre territoire ou votre commune est lauréate de Petite Ville de demain. Donc, mais c'est quand même relativement bien couverte, vous voyez la carte. Donc, le dispositif et le principe du dispositif, là aussi, ça n'a pas été de retenir des petites villes de demain sur un projet ficelé, fini. Ça a été les collectivités ont candidaté, donc il fallait avoir moins de 20 000 habitants et il n'y avait pas, je crois, de seuil minimal, mais il fallait par contre qu'il y ait une dynamique locale et une volonté de développement. Et les collectivités qui ont candidaté, c'est les préfets de département qui ont remonté une liste de collectivités sur la volonté. Les collectivités s'engageaient sur la volonté d'aller vers une logique de développement et d'adhérer au programme et de mettre en place des opérations de revitalisation et de développement de leur territoire, avec des grands axes qui étaient prédéfinis, mais ce n'était pas du tout un projet très détaillé. Et les collectivités qui ont été lauréates, et je vous dis, je pense que 90% des collectivités ayant sollicité ont été retenues, puisque l'objectif, ce n'était pas vraiment d'être sélectif, mais c'était par contre de s'assurer de la volonté des collectivités de rentrer dans une logique de collectivité. Donc, ces collectivités sont du coup dotées d'un chef de projet,
financées à 75% par des fonds ANCT, et de renforcer la dotation de ces collectivités en ingénierie, avec là aussi, comme l'a dit Julien pour les CRTE, des accords avec la Banque des Territoires, avec le CEREMA, avec l'ANA, enfin, l'ANCT a passé tout un nombre de partenariats avec des spécialistes et des cabinets qui ont des compétences sur tel ou tel sujet, et c'est de renvoyer la mise à disposition de ces compétences aux petites villes de demain selon les sujets qu'elles veulent travailler. Donc, ça veut dire qu'en fait, en gros, les petites villes ont fait une déclaration d'intention en disant oui, nous, on veut s'engager dans une logique de développement sur tel ou tel axe, parce qu'on en a besoin sur tel ou tel axe. Elles ont été retenues. Aujourd'hui, c'est 900, je crois, chefs de projet sur les 1600 qui sont déjà recrutés. Donc, aujourd'hui, le dispositif, il est mis en route. Les collectivités qui sont petites villes de demain sont donc bénéficiaires de ce chef de projet, bénéficiaires de capacités d'ingénierie, d'appui sur un certain nombre de sujets. J'ai l'exemple d'une collectivité qui a une problématique patrimoine bâti important et exceptionnel, et qui a été mise en relation avec le ministère de la Culture, justement, pour de la rénovation, enfin des dérogations et de la rénovation, et en fait que le dispositif de rénovation qui était mal reconnu par la DRAC soit mieux reconnu. Donc, l'ANCT joue un rôle de facilitateur, met à la fois en place de l'ingénierie et joue un rôle de facilitateur et de mise en lien. Il y a aussi le fait d'être PVD, on fait que la collectivité en question fait partie d'un club des PVD, donc ça permet aussi de l'échange de pratiques entre pairs et d'avoir des webinaires, des conférences, des journées ressources sur tel ou tel sujet qui les intéresse. Dernière chose qu'il faut peut-être aussi souligner sur ce programme Petite Ville de demain, c'est que c'est une petite ville, une commune qui est lauréate, mais globalement, c'est bien que cette commune, elle appartient à un EPCI et que d'abord, ça doit être intégré en cohérence avec les CRTE, mais peut-être Julien en dira un mot. Mais ça ne veut pas dire que le programme ne doit bénéficier qu'à la petite ville concernée. Il faut qu'il y ait une vocation un petit peu d'essaimage sur le territoire, d'essaimage aux collectivités, enfin, qu'il y ait une dynamique collective que de ce label PVD naisse une dynamique collective. Donc, ce n'est pas juste telle collectivité retenue, il n'y a que telle collectivité qui va bénéficier. De la même manière qu'il y a des collectivités qui sont retenues en individuel, mais il y a sur certains territoires des grappes de collectivités qui, du coup, comme ça, ont pu recruter des chefs de projet avec des compétences un peu différentes. Un sur les aspects, par exemple, urbanisme, l'autre sur les aspects revitalisation commerciale, un troisième sur les aspects transition écologique ou culturelle, et qui, parce qu'elles se retrouvent au sein d'un même EPCI ou d'un même pays parfois, vont pouvoir échanger, faire un pôle commun pour renforcer la dynamique de territoire. Tout ça, c'est prévu pour et c'est encouragé. Et pour vous dire encore un mot sur les petites villes de demain, vous précisez que donc le premier sujet, en fait, dans les axes de projet qui sont détectés dans les petites villes de demain, le premier sujet, c'est vraiment la question de l'urbanisme, les ORT, les opérations de revitalisation territoriale, les opérations d'amélioration de l'habitat. Le second sujet, c'est la dynamique territoriale. Mais le troisième sujet, c'est vraiment les questions culture, patrimoine, c'est vraiment le projet de territoire lié à l'identité et qui renvoie aussi à des questions de dynamique culturelle. Donc, pour répondre à la question aussi qui a été posée sur c'est quoi votre approche, comme le disait Julien, il n'y a pas du tout d'approche, on est au service des territoires, mais on est bien dans une logique d'approche très large. C'est pas juste le patrimoine vivant ou juste le patrimoine à l'inverse, c'est vraiment tout ce qui peut contribuer à à faire vivre et à faire ressentir l'identité d'un territoire et à lui permettre aussi de mieux aborder les questions de transition. Enfin, nous, on se plie complètement aux approches ministère de la Culture et il n'y a pas du tout de définition ségrégante, enfin, qui dirait on est dans telle ou telle case. Ce n'est pas ça du tout notre démarche. Donc ça, c'est pour Petite Ville de demain. Donc, vous aurez sur le site tous les territoires qui sont lauréats, mais aussi plein d'autres détails, puisqu'il y a une page spéciale des petites villes de demain, donc avec plein de ressources sur où en est le programme, le développement, quels sont les chiffres, les principaux thèmes abordés. À noter que je discutais pour préparer ce webinaire la semaine dernière avec une des collègues de Petites Villes de demain, qui me disait que les microfolies, il y a pas mal de PVD qui soutiennent particulièrement des projets de microfolie. Et ça permet parfois d'amener de l'ingénierie au projet. Et là, on renvoie complètement au dialogue entre
les réseaux d'acteurs et les collectivités, parce qu'il y a peu de collectivités qui portent en direct les microfolies. En général, c'est quand même des acteurs qui portent un projet de microfolie, et la collectivité, du coup, elle va bénéficier peut-être d'un chef de projet sur ce développement-là, et elle va pouvoir mettre à disposition une partie du temps de ce chef de projet pour qu'il aide l'acteur à monter son dossier microfolie, à afficher les choses. Enfin, moi, j'ai en tête des exemples très concrets où ça se passe comme ça. Donc, il y a quand même un enjeu et un sujet de tout ce qu'on dit là, c'est la qualité des relations entre les acteurs et la collectivité. Et puis, quelqu'un a dit, nous, on s'est mis en réseau, on représente un réseau d'acteurs sur notre territoire. Ça, je pense que c'est très bien parce que sans doute une des difficultés des collectivités, c'est la multiplicité potentielle des acteurs. Alors, sans être dans la logique, on veut voir qu'une seule tête. Mais la capacité d'acteurs culturels à s'organiser un minimum, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient pas chacun leur projet. Je ne dis pas qu'il faut un seul projet culturel sur un territoire. Ce n'est pas du tout ça la réalité. Mais par contre, la capacité à organiser des collectifs pour être, avoir un dialogue collectif avec la collectivité, ça, à mon avis, c'est que des choses qui facilitent le dialogue, la reconnaissance, le rapport de force, même si je ne sais pas si on peut parler de rapport de force, mais en tout cas, le poids que représente la culture. Donc, c'est des initiatives, à mon avis, qui sont à encourager. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur les petites villes de demain. Sur le programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens, qui s'est appelé Fabrique de territoire, en fait, c'est le soutien aux tiers-lieux sur les territoires. Alors, il y a eu un certain nombre d'appels, et là aussi, donc nous, on a discuté avec nos collègues pour qu'il y ait une bonne prise en compte des territoires ruraux, ce qui est le cas dans les tiers-lieux qui sont labellisés. L'idée, c'est de se dire que face à l'évolution des services et aussi aux transitions digitales, avoir une autre approche des lieux et pas avoir, notamment sur les territoires ruraux où il y a souvent pas mal de patrimoine bâti inoccupé, une logique, un bâtiment égale à un service, mais mutualiser, croiser les choses. Et puis, du coup, ça encourage aussi la créativité sur les territoires. Donc, le programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens, il est fait pour reconnaître ces nouvelles dynamiques et ces nouveaux lieux, ces espaces qui ne sont pas tout à fait publics, pas tout à fait privés, pas tout à fait dédiés à un seul sujet, mais qui croisent les acteurs et qui permettent de mutualiser des services. C'est en fait une reconnaissance institutionnelle et de l'état de ces nouvelles dynamiques. Alors, il y a des tiers-lieux thématiques, il y en a sur l'alimentation, il y a des tiers-lieux culturels, il y en a qui sont beaucoup plus numériques ou industriels, il y en a où ça se mélange, voilà. Donc, il y a eu plusieurs vagues d'appels à projets. La dernière vague est en cours pour cette mandature. Il y a aussi un nouveau programme qui rentre dans le registre des tiers-lieux, c'est les manufactures de proximité, où là, l'idée, c'est des tiers-lieux où ce n'est pas seulement du service où les acteurs se rencontrent, mais on est bien dans des tiers-lieux qui sont producteurs de services ou producteurs de biens pour le territoire. Dans la logique des Fab Labs, mais qui vont plus loin dans la fabrique des biens. Donc là aussi, donc c'est des financements conséquents, puisque les initiatives qui sont lauréates du programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens reçoivent au moins 150 000 €. Donc, c'est quand même un soutien assez notoire pour la structure et l'aider à son démarrage et au calibrage de son modèle économique. Là, par contre, c'est quand même des soutiens qui sont en direct vis-à-vis des acteurs culturels et c'est pas forcément la collectivité qui porte, même si le lien, la qualité du lien avec la collectivité, avec le PCI fait quand même partie des choses qui sont regardées dans l'instruction des dossiers. Mais c'est pas une condition exclusive ou sine qua non. Voilà. Donc on souhaitait dire un mot sur ce programme aussi parce que il y a quand même pas mal de tiers-lieux culturels spécialisés ou pas mal de tiers-lieux qui ont au moins la culture dans leurs compétences. À noter que Famille Rurale a fait tout un travail financé à la fois par des fonds européens et par le réseau rural sur les tiers-lieux, la spécificité des tiers-lieux en milieu rural, le modèle économique des tiers-lieux en milieu rural, de manière à ce qu'on voit quels sont leurs besoins particuliers. Vous trouverez ça sur un site qui s'appelle Portail, je mettrai le lien après. Voilà ce que je voulais dire sur les tiers-lieux. Et dernier point sur lequel je peux dire un mot, c'est les volontaires territoriaux de l'administration dont Julien a dit un mot.
Là, on aide les collectivités, communes rurales ou interco-rurales, les collectivités rurales, pour l'embauche d'un jeune diplômé de 18 à 30 ans qui a au moins un bac+2. L'idée, c'est de conforter une petite collectivité, interco ou commune, en ingénierie pour monter un projet de développement. Ce n'est pas pour son fonctionnement courant, ce n'est pas pour remplacer la secrétaire de mairie ou faire de l'instruction de permis de construire. C'est bien pour un projet de développement. Et on donne 15 000 € à la collectivité qui fait ce recrutement sur une mission de 12 à 18 mois. Je le cite parce que on a actuellement 350 VTA qui sont recrutés ou en cours de recrutement, qui sont validés. Et sur ces 350, on en a 40 plutôt qui sont relatifs à des soutiens de projets culturels. Alors, parfois, ça va être de l'animation de microfolie, parfois, c'est de l'animation d'un projet lecture, parfois, c'est de la revitalisation de patrimoine, la valorisation de patrimoine, parfois, c'est l'élaboration d'un plan de communication sur les aspects culturels. Enfin, c'est large aussi, mon approche du projet culturel, mais quand même, c'est une dimension qui n'est pas tout à fait négligeable sur des collectivités qui recrutent quelqu'un pour animer la dimension culturelle de leur projet de territoire ou de leur projet de commune. Voilà. Donc, voilà, sur vos questions. Alors, effectivement, j'entends bien, là, je vois, c'est pas très opérationnel par rapport aux besoins de financement concrets. Effectivement, si votre attente, c'est comment on trouve des financements en direct, ça n'y répond pas directement. Nous, notre approche et le travail qu'on fait, c'est de donner les outils aux collectivités pour qu'elles prennent en compte la culture et pour qu'elles outillent leurs acteurs à trouver des financements. Un acteur culturel qui va bénéficier qui va être aidé par un chef de projet CRTE ou par un chef de projet PVD qui reconnaît dans son programme l'enjeu culturel, ça peut être de l'aide concrète à monter des dossiers pour aller chercher des financements, ou de l'aide pour savoir où on peut trouver des financements, ou de la facilitation des relations avec la DRAC. C'est ça, le rôle de la NCT là-dessus. Ce n'est pas des nouveaux programmes qui donnent des financements. Ça, c'est assez clair. La question de santé bien, bonjour, est-ce qu'une communauté de communes rurales peut candidater pour un PVD dans le cadre d'une action? Excusez-nous, voilà. On vous entend assez mal. Non, il y a une question qui est passée. Est-ce qu'une communauté de communes rurales peut candidater pour un PVD dans le cadre d'une action culturelle intercommunale? Alors, de toute façon, la clôture des PVD, aujourd'hui, elle est fermée. Je ne sais pas si elle sera ouverte au prochain mandat. Il y a les collectivités qui ont été lauréats, mais il n'y a pas de nouvelle collectivité. Ou s'il y a une nouvelle collectivité, elle s'insère dans le programme déjà validé. Ensuite, c'est pas les PVD, c'est pas les intercos, pardon, c'est vraiment les communes qui ont été retenues, mais qui peuvent élargir à leur EPCI. Donc, ce qui peut se passer sur le territoire que vous avez en tête, c'est qu'il y ait une petite ville de demain qui soit dans l'interco que vous évoquez, qui soit reconnue PVD. Et ce qui est tout à fait possible, c'est que du point de départ de cette commune reconnue PVD, il y a un élargissement plus large au territoire pour qu'ils profitent de la dynamique. Ça, c'est des choses qui peuvent exister. J'ai un cas concret en tête à ce sujet, mais ça ira dans ce sens-là. C'est d'ailleurs la logique aussi CRTE. Les CRTE souvent s'appuient quand il y a plusieurs communes lauréates sur un EPCI, par exemple. Le fait d'avoir été labellisé PVD leur donne des moyens un peu pour structurer déjà le territoire, et le CRTE finalement est là aussi pour s'appuyer sur déjà ce qui a été fait dans le cadre du PVD et permet aussi d'élargir la réflexion en traitant l'ensemble du territoire. Et des CRTE, maintenant, il y en a quasiment partout. Je profite qu'on vienne sur la question des CRTE. Monsieur Frumi, qui est référent pour les CRTE au sein du ministère de la Culture, justement, nous a rejoint. Monsieur Frumier, donc on a eu une présentation assez générale des CRTE et de comment est-ce que l'ANCT pensait une stratégie pour essayer de faire valoir la question culturelle au sein de ces projets, en expliquant que c'était la réflexion principale, c'était vraiment d'impliquer l'ensemble des acteurs et des richesses d'un territoire et pas seulement les collectivités. Et peut-être du coup, nous, ce qui nous intéresserait peut-être, c'est d'avoir votre regard sur comment est-ce que vous, au sein du ministère de la Culture, vous agissez justement pour donner une place à la culture au sein des CRTE, et comment vous agissez peut-être à la fois auprès des collectivités, mais également
dans la mobilisation et dans le lien avec les acteurs de terrain, en particulier en milieu rural. Donc après, voilà, c'est peut-être avoir un propos un petit peu général sur aujourd'hui, quelle approche et quelle stratégie du ministère de la Culture pour justement s'emparer des CRTE pour faire valoir la réalité et renforcer le soutien, l'appui aux acteurs, notamment petits acteurs ruraux. Oui, merci de. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Oui. Oui, merci beaucoup. Comme je le disais, je n'ai pas pu assister au début de la réunion, donc je ne veux pas non plus faire une intervention trop longue qui pourrait être un peu répétitive. Je sais que, on travaille en lien étroit avec Jean McDood, donc je pense qu'il a déjà pu vous présenter les enjeux qui sont les nôtres. Je suis chargé de mission stratégie territoriale au sein du département des territoires du ministère de la Culture. C'est un service qui se situe dans la DG de TDC. Je crois que vous êtes déjà bien familier avec cette nouvelle délégation générale. Et au sein du ministère de la Culture, donc, je suis référent CRTE. Je suis aussi référent sur la question des tiers-lieux, donc on pourra en reparler aussi. Et donc, je vous ai donné mon adresse mail dans la conversation. Si vous avez des questions précises qui vous viennent à l'issue de ce webinaire, je serais ravi de pouvoir y répondre. Sur les tiers-lieux, je ne sais pas, du coup, je ne crois pas que ça a été cité, donc j'en profite. Il y a une plateforme qui a été ouverte et qui recense un peu toutes les aides, les appels à projets en fonction des territoires dans lesquels vous vous situez. Je peux le remettre dans la conversation. Je trouve que l'outil est assez pratique. Un petit mot là-dessus rapidement. Le ministère de la Culture a en fait de très nombreuses actions en faveur des tiers-lieux. Avant que ça émerge aussi fortement qu'aujourd'hui, je pense, voilà, pour donner deux exemples, aux ateliers de fabrication artistique, plutôt portés côté DGCA, ou encore au quartier culturel et créatif, donc là c'est plutôt porté par la DGMIC, et toutes ces aides, donc, et la DG de DDC dans tout ça a pour mission de coordonner la stratégie en faveur des tiers-lieux culturels, donc c'est quelque chose qui se met en place aussi là progressivement, auquel on réfléchit en associant voilà, les uns et les autres, tous les partenaires qui peuvent être concernés. Alors sur les CRTE, comme vous le savez, le ministère de la Culture a déjà de très nombreux types de contractualisation dans les territoires. Je ne sais pas si je viens la rappeler, mais je pense par exemple au contrat territoire lecture, contrat territoire EAC, et puis d'autres types de conventions territoriales comme ville et pays d'art et d'histoire, etc. Donc pour nous, ça a du sens. Ces CRT, on a envie de s'en saisir pour que toutes ces contractualisations puissent y être, si ce n'est pas référencé, au moins valorisé, et du coup faire partie d'un projet plus global du territoire. Donc c'est quelque chose dont on se saisit, mais et comme ça a été rappelé, c'est des territoires que ça doit émerger. Nous, on sera là pour pousser. On veut vraiment que la culture soit mieux prise en compte, mieux englobée en fait dans les diagnostics qui peuvent être faits au niveau de, bon là c'est des intercommunalités, mais ça peut être aussi du coup des groupements d'intercommunalités. Voilà, donc en quelques mots, je ne sais pas du coup si vous avez des questions très précises là-dessus. Sur la ruralité, Laurence Martin, chargée de mission ruralité au ministère de la Culture, n'est pas avec nous ce matin. De manière générale, on travaille tous on est en lien étroit avec la NCT, donc si vous avez des questions là encore, je peux transférer à mes collègues, on peut y répondre au fur et à mesure. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il ne faudra pas hésiter effectivement à revenir vers nous aussi, on peut transmettre, faire l'interface avec l'UFIS. Il y a pas mal de réflexions autour de la question justement de l'ingénierie pour accompagner à la co-construction. Une question, pourriez-vous faire remonter au ministère de la Culture que les acteurs associatifs sont partants pour construire, mais qu'il manque de financement pour ces temps de co-construction? J'y répondais un petit peu en disant que nous, c'est typiquement parmi nos axes de travail actuellement, et on est en train de déployer
une stratégie pour vraiment rentrer dans une dynamique un peu de communauté apprenante entre acteurs pour pouvoir justement échanger des bonnes pratiques, faire du transfert de compétences et monter en puissance sur ce point. Et c'est l'objet en partie du soutien qu'on a aujourd'hui de la NCT. Patricia, du coup, je te laisse peut-être éventuellement compléter si tu veux sur ce point. Ouais, Ou donc sur moi, autre je voulais chose. rajouter deux choses sur ce. Ouais, non, je voulais rajouter deux choses sur ce point quand même. Alors, on entend bien ce que vous dites. Premièrement, je pense que justement, quand même, sur le temps de l'aide à la co-construction et d'avoir du temps d'ingénierie, tout cet arsenal d'ingénierie de chef de projet qui est quand même significatif, il me semble, sur les collectivités, doit pouvoir aussi servir à des acteurs culturels. Mais ça va dépendre du dialogue que vous avez avec les acteurs culturels. Alors, ça ne répond pas complètement. Et le fait que vous ayez des moyens aussi pour la co-construction, c'est très important. Je vais y revenir. Mais je veux dire que je pense quand même que ça peut aussi changer cette prise en compte. Alors, l'autre chose, c'est que peut-être ce qui est intéressant à noter, c'est que côté ANCT, la prise en compte de ce qu'on appelle l'économie et la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire progresse nettement. Ce n'est pas quelque chose qui était très culturellement installé dans la culture de l'État ou des préfectorales, il me semble, et nous, on remarque que ça progresse. Bon, d'abord, la NCT a fait une étude, le rôle de l'ESS dans les territoires fragiles, que ce soit politique QPV ou territoires ruraux, et montre le rôle particulier de cette forme d'économie, et donc, ça veut dire les structures associatives. Dans le domaine de la culture, ça veut dire la reconnaissance de petits acteurs, de structures associatives versus les schémas de culture industrielle, de développement de culture industrielle massive. Donc ça commence à être reconnu et a pris en compte. Cette étude-là met ça en évidence. Il y a eu un travail particulier aussi financé sur le rôle de l'économie sociale et solidaire en milieu rural, le projet Tresson que vous connaissez peut-être, qui a été cofinancé, enfin qui vient du réseau rural, mais qui a donc été cofinancé par l'ANCT. Et il n'y a pas plus tard que 15 jours dans les webinaires qu'on organise auprès des référents ruralité, on était sur les dynamiques du petit commerce, mais clairement, l'ESS n'était que des expériences issues de l'ESS et le mot n'était pas tabou. Et dans les stratégies rurales que j'évoquais, un tiers d'entre elles, alors que ça n'est pas, il n'y a aucune mesure qui concerne directement l'ESS dans l'agenda rural, donc ce n'était pas dans la feuille de route, pas dans nos prescriptions, et pour dans un tiers des feuilles de route stratégie rurale qui remontent, il y a clairement un axe, un volet, enfin le mot ESS est cité. Donc c'est quand même des cultures qui diffusent au sein de l'État et des préfectorales et qui renvoient, c'est intéressant à noter, ça progresse peut-être pas assez vite à vos yeux, mais ça change un peu la donne et ça veut dire, parce que je vous parlais de co-construction, pour moi il y a un corollaire assez net entre les démarches de co-construction et la reconnaissance de structures de l'ESS. Donc c'est des aspects pas inintéressants, je trouve. Voilà. Et puis, parce que la remarque que vous faites sur pays d'art et d'histoire, moi, je sais pas si je sais que nos collègues PVD ont vraiment beaucoup de partenaires. Si vous le dites, c'est sans doute que vous savez que c'est pas reconnu, mais on leur posera la question. Enfin, on en rediscutera avec eux, voir s'ils ont eu des discussions, s'ils ne sont pas aboutis ou s'il n'y a pas encore eu de discussion ouverte. Parce que je pense qu'il y a une certaine logique, comme l'a dit d'ailleurs notre collègue du ministère de la Culture. Et parce qu'il y a clairement des pays d'art et d'histoire sur lesquels il y a des PVD et où les discussions à l'échelle locale se passent bien, où c'est intégré. Donc, voilà. On demande juste le lien vers l'étude que tu évoquais. De la NCT, oui, je vous le donne. Je vais le chercher tout de suite et je vous le remets. Merci beaucoup, Patricia. Pour compléter ce que disait Patricia, je pense que aussi… Alors, bon, la culture, en plus, c'est une compétence partagée. Donc là, pour le coup, l'ensemble des collectivités peuvent intervenir dans le champ de la culture. Donc, il n'y a pas que l'État, là, en l'occurrence, qui doit être un partenaire. Moi, j'entends les besoins d'ingénierie. Bon, nous, la NCT, on connaît bien ce qu'on est vraiment, c'est une de nos raisons d'être, hein, l'ingénierie vers les collectivités. Donc, je pense qu'il faut également mobiliser les moyens d'ingénierie des collectivités pour répondre aussi à ces besoins-là. Et localement, il y a des possibilités sur les crédits de l'État. Alors, c'est les crédits déconcentrés. Alors, je pense notamment aux crédits du FNADT qui sont plutôt à l'échelle des régions, des préfets de région. Donc, je pense qu'il faut solliciter, encore une fois, si c'est une gouvernance CRTE, par exemple, avec une collectivité, il faut aller saisir la collectivité, le préfet de département pour
pour mettre les sujets sur la table et voir s'il y a possibilité d'avoir des crédits spécifiques d'ingénierie pour appuyer. En tout cas, nous, au niveau national, on a comme je l'évoquais tout à l'heure, quelques crédits d'ingénierie viennent plutôt nos bureaux d'études, hein, qui sont vraiment pour du diagnostic et des préconisations en termes de développement culturel des territoires. Après, pour des actions plus précises, il faut en effet les porter dans le cadre d'un CRTE. Ça peut être aussi une bonne façon de faire pour voir après les financements possibles. Ah, on t'entend pas, Grégoire? Pardon, merci beaucoup, Patricia, Julien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Peut-être Yves, tu voulais réagir c'est toi qui évoquais ces questions sur justement l'accompagnement des collectivités pour l'ingénierie culturelle, et je sais que tu as des casquettes un peu multiples par rapport à ça. Tu voulais peut-être intervenir? Bonjour, je te remercie, Grégoire. Oui, j'ai une double casquette, d'abord d'acteur culturel et depuis 2020 d'élu adjoint à la culture et conseiller communautaire dans une petite commune du Jura à Arbois. Et on a une véritable difficulté dans nos collectivités territoriales à pouvoir co-construire des projets culturels de territoire. Et on aurait besoin de pouvoir être accompagné par de l'ingénierie culturelle pour cela, entre autres pour travailler sur des projets d'intelligence collective entre la volonté des élus, les envies des acteurs de territoire et puis des habitants. On n'a aucune difficulté pour être financé sur des projets d'ingénierie pour de l'habitat, pour des questions environnementales, des questions d'énergie, des questions d'urbanisme, mais les tuyaux de financement pour l'ingénierie culturelle sont compliqués à trouver pour nous, élus de petites collectivités. Est-ce qu'il y en a et comment les trouve-t-on? Merci. Alors, je pense qu'au niveau de l'ANCT, il y a plusieurs outils qui peuvent répondre en partie à vos questions. Par exemple, mais j'étais en train de regarder les dispositifs de volontariat territorial que j'évoquais. Alors, ce n'est pas l'accompagnement par une mission d'ingénierie, c'est le recrutement. Mais je crois que vous en avez un à Arbois. Je crois que vous avez déposé une offre, mais j'étais en train de vérifier. Mais il me semble bien de mémoire, mais pas forcément sur des questions culturelles. Vous pouvez bénéficier de… C'est pas pour des questions culturelles. C'est pas pour des questions culturelles, voilà. Donc, vous connaissez le dispositif, mais ça pourrait être une aide et un soutien. Vous pouvez disposer de plusieurs, mais je sais qu'il y a un reste à charge, donc oui. Vous ne pouvez pas multiplier ce genre de poste, je le comprends bien. Ensuite, l'offre d'ingénierie de l'ANCT, le fait qu'on a dit une petite commune de moins de 3500 habitants bénéficie d'ingénierie gratuite ou une commune plus importante peut bénéficier d'un appui ingénierie, mais il y a aussi un reste à charge. Si vous avez un projet culturel structurant, complexe, qui fait… vous pouvez faire une demande au préfet, comme l'évoquait Julien. Ce n'est pas une demande directe, qui normalement le préfet ou le délégué ANCT en préfecture, il est chargé de regarder, il est chargé d'apporter quand même une réponse à votre sollicitation. Donc, soit vous dire, tournez-vous vers, je ne sais pas, je ne connais pas le territoire, le PETR qui a des capacités d'ingénierie, enfin, il est censé vous aider. Soit, effectivement, il n'y a pas cette réponse-là, et du coup, il peut, si on est sur un projet complexe, structurant, hein, évidemment, mais se tourner aussi vers l'ANCT qui peut mettre à disposition quelques journées d'ingénierie, voilà. La Banque des territoires, à ma connaissance aussi, peut apporter quelques journées d'ingénierie sur du soutien de projet. Je pense qu'ils ils avaient développé aussi un axe soutien de projet culturel. Donc, il y a aussi ces possibilités-là. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est aussi de vous encourager à faire cette demande aux délégués de l'ANCT, parce que même si la solution ne vient pas par de l'ingénierie ANCT direct, elle peut venir par… Enfin, normalement, elle peut vous aider à explorer et à trouver les différentes voies et pistes de solutions. Enfin, j'imagine que le CRTE sur les outils qu'on a évoqués, CRTE, PVD, si vous en disposez, les chefs de projet de ces dispositifs-là peuvent aussi travailler sur des volets culturels. D'accord. Mais bon, peut-être les choses sont déjà… Enfin, ils ont peut-être déjà beaucoup d'occupations et de sujets, mais ça peut… Voilà.
Merci, Patricia. Y a-t-il d'autres questions ou remarques parmi vous? Je ne connais pas non plus le projet France 2030. Je regardais rapidement et c'est un… Et peut-être, Grégoire, est-ce que tu veux qu'on dise un mot juste quand même sur le leader aussi et les… Oui, alors effectivement, ça peut être bien pour faire un peu un teasing et on aura un webinaire dédié sur toutes les questions de financement européen, mais effectivement, peut-être apporter déjà quelques premiers éléments pour terminer ce webinaire. À la fois un teasing et à la fois d'ailleurs un complément de réponse à Monsieur Lecoq, parce que si je ne sais pas non plus de mémoire, mais on peut vérifier, il y a une carte. Si votre territoire est en un groupement d'action locale et en un territoire leader, en région Bourgogne-Franche-Comté, comme d'autres régions, il y a eu un complément sur la période de transition. Et donc, il y a eu quelques crédits complémentaires, donc il y a eu des relances, parce qu'une étude ou une sollicitation d'accompagnement sur des sujets culturels cofinancés par du leader, c'est tout à fait possible et ça rentre dans les cadres en moyenne. Après, il faut voir quel est spécifiquement votre projet leader, mais on est comme bien dans les clous. Donc, c'est une piste à penser aussi. Voilà. C'est vraiment ce genre de programme est quand même fait pour et c'est pas insurmontable hein, sur une étude parce qu'on a des fois toujours peur des fonds européens. Là, on est sur une étude, donc ça veut dire une facture très concrètement d'un prestataire. Ça se fait quand même assez facilement. On est sur des assez petits montants. Enfin voilà. Donc, faut pas hésiter à ça. Juste donc pour vous dire quelques mots sur les fonds européens. Je repartage mon écran qui vous donnera un aperçu de ce qui sera sans doute présenté la fois prochaine. Il faut juste vous dire et avoir en tête que là, on est dans une période à l'aune d'une nouvelle programmation. Alors, les fonds européens qui financent globalement les territoires et les projets de territoire, ils sont de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle les fonds structurels qui aujourd'hui dont la gestion est partagée entre l'État et la région, mais beaucoup les régions. C'est le FSE plutôt sur les questions de formation, compétences humaines. FEDER, c'est vraiment les gros projets structurants. Un projet de bâtiment, de salle culturel, il peut y avoir du FEDER dessus, et c'est le FEADER pour les projets sur les territoires et les développements ruraux, et dont leader que j'évoquais à l'instant, qui peuvent être plus sur des petits projets d'études culturelles, mais la route des lavoirs, par exemple, sur du patrimoine, ou aussi des compagnies, le financement de compagnies culturelles. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà. Alors, vous allez dire, oh là là, mais leader, on connaît, c'est des petites sommes et c'est une technocratie pas possible. Oui, c'est vrai. Enfin, ça a été, la programmation qui s'achève a été particulièrement compliquée. On va avoir, à partir du 1er janvier 2023, on sera dans une nouvelle programmation. Globalement, les montants et le cadre leader restent le même, sauf qu'il y a une simplification. Il y a des choses qui doivent être forfaitisées. Donc, normalement, pour la prochaine programmation, le fonds devrait être quand même plus simple d'accès pour les petites structures. Donc, bon, vous verrez ce que dira la collègue la fois prochaine et on approfondira, mais ayez en tête que ça reste ouvert. Donc, quand on est sur les programmes européens, on a à la fois ce grand volet de fonds structurels, mais il ne faut pas non plus négliger, surtout si vous êtes en zone frontalière, ce qu'on appelle les il y a différents programmes de coopération entre des territoires, donc, et ça n'est pas réservé, j'ai dit les territoires frontaliers, mais ça n'est pas réservé qu'aux territoires frontaliers, et souvent, ça peut être intéressant de déployer des projets culturels de coopération entre plusieurs pays européens et qui permettent de financer des actions sur les territoires aussi. Donc, c'est un peu d'ingénierie, c'est vrai, mais il faut l'avoir en tête. Et puis, à noter aussi qu'au niveau européen, il vient d'être annoncé un plan d'action, le 9 décembre dernier, a été annoncé un plan d'action en faveur donc un plan d'action européen en faveur de l'économie sociale et solidaire. Et là aussi, ça ouvre et ça renforce les cadres de financement pour des structures de l'ESS, mais du coup des associations, et ça peut vous concerner. Voilà. À noter aussi que si on regarde plus sur culture et ruralité, le réseau rural que j'évoquais a financé et sorti une étude culturelle qui est très, très apprécieuse. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vais vous mettre le lien dans le chat et on peut, si besoin, nous, les collègues du ministère de l'Agriculture, vous envoyer la version papier avec pas mal d'initiatives sur les questions de culture en milieu rural. On a évoqué Leader. Donc, j'en ai dit un mot dans l'exemple de M. Lecoq, mais pensez à ça. Et parce que
en fait, leader, à la fois, il va y avoir une nouvelle période et on sait déjà qu'il y aura, les cadres leaders restent, il y aura des financements pour des actions comme c'est le cas actuellement, mais ça sera à partir du 1er janvier 2023. Mais surtout, avec le plan de relance et de transition européen et le fait qu'il y ait une période dite de transition, de négociation entre la fin de la période dans les régions et qui ont souvent rallongé les programmes leaders. Et donc, il y a eu des nouvelles vagues d'appels à projets ou de manifestations d'intérêt. Donc, pour cette année 2022, il peut y avoir des crédits leaders disponibles dans les régions. Ça vaut le coup de vous en renseigner auprès de votre réseau rural régional ou de votre région. Et puis, il y a les autres fonds européens que j'évoquais et je crois qu'il y a des programmes, et la personne du ministère de la Culture le dirait plus aisé que moi, des programmes spécifiques coopération culturelle européenne. Voilà, donc juste c'est une mise en bouche, mais c'est des pistes pas à négliger. Et je dirais avec les apports d'ingénierie qu'on a évoqués avant, l'habitude aussi d'avoir des fonds européens, je sais que le réflexe de se dire des fonds européens, on n'y va pas, c'est trop compliqué et ça nous a planté. Je ne méconnais pas du tout les difficultés qu'il y a eu sur la précédente programmation pour avoir travaillé sur ces sujets-là. Et puis, normalement, on va plutôt quand même pour les petits projets avec des normes de simplification parce qu'il y a des choses qui passent au forfait, ce qui était quand même demandé depuis longtemps par les acteurs culturels.